En 2019, pour la première fois dans l'histoire d'Israël, un Premier ministre en exercice est inculpé au pénal. Pas pour une affaire, pas pour deux, pour 3 affaires simultanées. Et pendant que son procès se déroule, il continue de gouverner. Voici ce que les médias n'ont jamais expliqué clairement. Pour comprendre l'ampleur de ce scandale, il faut comprendre une chose. Benjamin Netanyahou n'est pas un politicien ordinaire. Il est au pouvoir depuis plus longtemps que n'importe quel autre dirigeant de l'histoire d'Israël. 30 ans de carrière, 30 ans de survie politique. Et pendant tout ce temps, une question revenait. Comment fait-il pour rester? La réponse se trouve peut-être dans ces 3 dossiers. Le premier s'appelle l'affaire Mill. Entre 2007 et 2016, Netanyahou et sa femme Sarah auraient reçu des cadeaux de luxe de la part de 2 milliardaires. Arnon Milchan, producteur hollywoodien israélien, et James Packer, milliardaire australien. Des cigares de grand cru, des champagnes haut de gamme, des bijoux, des produits de luxe pour un montant total estimé à plus de 700 000 shekels, soit environ 180 000 euros. En échange de quoi? Selon l'accusation, Netanyahou aurait utilisé son influence politique pour aider Milchan à obtenir un visa américain de longue durée et pour faire avancer des intérêts fiscaux qui le concernaient directement. Des faveurs politiques contre des cadeaux personnels. C'est la définition légale de la corruption. Netanyahou nie. Il dit que c'était de l'amitié. Que des amis s'offrent des cadeaux. Mais l'accusation répond que quand un Premier ministre reçoit 180 000 euros de cadeaux d'un homme d'affaires et utilise ensuite son pouvoir pour l'aider, ce n'est plus de l'amitié, c'est un marché. Le deuxième dossier s'appelle l'affaire 2000, et celui-là est différent, plus direct, plus brutal. Netanyahou aurait négocié secrètement avec Arnon Moses, propriétaire du journal Yediot Aharonot, le plus lu d'Israël à l'époque. Le deal proposé était simple. Netanyahou limiterait la distribution de Israël Hayom, le journal concurrent qui lui était favorable, pour affaiblir sa propre base médiatique. En échange, Yediot Aharonot lui offrirait une couverture journalistique positive et attaquerait ses adversaires politiques. Un Premier ministre qui négocie sa couverture médiatique contre des faveurs politiques. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une théorie. Les conversations ont été enregistrées. Elles ont été rendues publiques. On peut les écouter. Netanyahou dit que ces conversations n'ont abouti à rien, qu'il n'y a pas eu d'accord final. L'accusation répond que l'intention de corrompre suffit à constituer le délit, qu'il y ait eu accord ou non. Le troisième dossier est le plus grave. On l'appelle l'affaire 4000, et c'est celle que ses avocats combattent avec le plus d'acharnement. Entre 2012 et 2017, Netanyahou occupait simultanément le poste de Premier ministre et le poste de ministre des Communications, une concentration de pouvoir rare. Et pendant cette période, il aurait accordé des avantages réglementaires massifs à Bezek, la plus grande entreprise de télécommunications d'Israël, des avantages estimés à plusieurs centaines de millions de dollars pour l'entreprise. En échange, le site d'information Walla, qui appartenait à l'actionnaire principal de Bezek, aurait publié des milliers d'articles favorables à Netanyahou et à sa femme Sarah. Et des articles négatifs sur commande contre ses adversaires politiques. Des journalistes de Walla ont témoigné qu'ils recevaient des instructions directes sur ce qu'ils devaient écrire et ce qu'ils ne devaient pas écrire. Certains ont dit avoir été contactés directement par la femme de Netanyahou. Utiliser le pouvoir de l'État pour enrichir un homme d'affaires. Utiliser les médias de cet homme d'affaires pour façonner l'opinion publique à son profit. Et recommencer. Mettre en place un système. Voilà ce que l'accusation appelle l'affaire 4000. Le procès a commencé en mai 2020. Il se déroule toujours. Et pendant ce procès, Netanyahou a fait quelque chose que ses critiques considèrent comme le signe le plus révélateur de tout. En 2023, son gouvernement a tenté de passer une réforme judiciaire qui aurait donné au Parlement le pouvoir d'annuler les décisions de la Cour suprême, la même Cour suprême qui supervise son procès. Des centaines de milliers d'Israéliens sont descendus dans les rues pour s'y opposer. Des militaires ont menacé de ne pas se présenter aux entraînements. Le chef du Mossad a averti d'une crise existentielle. La réforme a été suspendue. Mais la question demeure. Un homme jugé pour corruption qui tente de modifier le système judiciaire qui le juge. Comment appelle-t-on ça? Netanyahou répond que toutes ces accusations sont politiquement motivées, qu'il est la cible d'un État profond qui veut l'éliminer, que ses ennemis utilisent la justice comme arme politique, et une partie de ses électeurs le croient sincèrement. Mais voici ce que l'histoire retiendra. 3 procès, des centaines d'audiences, des dizaines de témoins à charge, des enregistrements, des documents.
Et un homme qui continue de gouverner pendant tout ce temps, qui remporte des élections pendant son propre procès, qui reste au pouvoir malgré tout. Est-ce la preuve de son innocence ou la preuve que le pouvoir protège ceux qui le détiennent suffisamment longtemps? C'est la question que ce dossier te laisse. Et c'est à toi d'y répondre. Si tu veux continuer à creuser ce que les médias mainstream n'expliquent pas jusqu'au bout, abonne-toi à Vérité Interdite. Chaque semaine, un nouveau dossier. Et dis-moi en commentaire, tu penses qu'un dirigeant peut être jugé équitablement pendant qu'il est encore au pouvoir ?